Parler aujourd'hui de la sclérose à la mousse pour les veines saphennes. En effet, l'arsenal thérapeutique dédié à la maladie variqueuse, bon, est devenu très variable après les années 2000. En fait, on a l'embarras de choix entre le stripping, les différents types de stripping, le laser, la radiofréquence, la mousse, la sclérothérapie liquide et d'autres techniques comme la vapeur et le traitement par le froid. Et en effet, nous les chirurgiens et les patients aussi, on était un petit peu perdus en train de chercher cette méthode parfaite qui est la plus confortable pour les patients, qui n'a pas de complications, qui ne donne pas de récidive et qui donne le meilleur résultat clinique possible et avec le moindre coût. Et tout simplement, cette méthode parfaite, elle n'existe pas. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Le stripping, le traitement le plus classique, s'accompagne de beaucoup d'hématomes, de douleurs post-opératoires et d'une durée conséquente d'arrêt de travail. La radiofréquence et le laser, ils s'adressent qu'à des veines saphennes rectilignes et encore, on ne traite pas les petites collatérales variqueuses. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la sclérothérapie? En effet, la sclérothérapie, ce n'est pas une nouvelle technique. C'est une ancienne méthode qui a été décrite depuis les années 1800. On avait publié la sclérothérapie à l'alcool, puis les choses ont évolué progressivement. On a commencé à faire la sclérothérapie à la sclérose liquide. Et à partir de 1997, Juan Cabrera avait publié la première série de sclérothérapie à la mousse. Et cette méthode a été popularisée par Tessari à partir des années 2000. C'est lui qui a décrit la méthode avec laquelle on fabrique la mousse actuellement, c'est-à-dire avec 2 seringues et un connecteur 3 voies. Cette sclérose à la mousse, elle a ouvert de nouvelles perspectives dans le traitement de la maladie variqueuse et ça marche. Moi, en tant que chirurgien, qui peuvent faire le stripping, peuvent faire le laser et peuvent faire la radiofréquence. Au début, j'étais très sceptique par rapport à la mousse parce que, bon, à la limite, avec la chirurgie, on contrôle ce qu'on fait. On dissèque cette veine, on la strip, la partie malade. Mais avec la mousse, on ne contrôle plus rien. On injecte un produit et on ne sait pas où il va. Il peut aller dans une perforante, il peut aller dans la veine fémorale, il peut aller dans une artère si on injecte le produit accidentellement dans une artère. Donc j'ai commencé à appliquer la mousse pour les malades que je ne pouvais pas opérer. Et notamment ces malades qui ont une peau cartonnée, qui ont des ulcères, et chez qui il faut aller ligaturer une perforante ou stripper une veine saphène jambière. Et je me suis rendu compte que ça marche. Et je me retrouve là aujourd'hui en train d'essayer de défendre cette technique devant vous. Alors l'injection avec la mousse a l'avantage de remplir la veine. Et ce produit mousseux, il repousse la colonne sanguine et assure un meilleur contact du produit sclérosant avec la veine. Au contraire, à l'opposé de la sclérothérapie liquide qui s'annule dans des veines supérieures à 3 mm. Ce contact du produit mousseux avec l'endothélium veineux entraîne une fibrose irréversible qui s'installe petit à petit sur plusieurs mois. Alors les avantages de la sclérose à la mousse, c'est qu'on peut la faire sous anesthésie locale, qui n'est pas très chère. Elle est très confortable pour le patient. On n'a pas besoin d'être dans un bloc opératoire et on n'a pas besoin d'être un chirurgien pour la faire. La mousse peut nous éviter des résultats esthétiques, mauvais résultats esthétiques de la chirurgie, parce que bon, la chirurgie, quand tout se passe bien, c'est très bien. Mais quand le stripper il bloque au milieu de la cuisse et que tu as besoin de faire d'autres incisions pour le récupérer, on perd l'avantage, on commence à être dans le préjudice esthétique. La chirurgie aussi peut s'accompagner de lésions vasculaires ou nerveuses. Et enfin, la mousse peut traiter les veines non accessibles pour la chirurgie, notamment chez des malades qui ont une lipodermosclérose, des ulcères et les malformations veineuses. Est-ce que la mousse est efficace? Je dirais que oui, mais depuis les premières publications dans les années 2000, on a dû attendre jusqu'en 2011 pour voir le résultat du premier essai contrôlé, randomisé par Rasmussen, qui avait comparé la mousse avec la radiofréquence, le stripping et le laser.
et sur une première série de 3 ans, puis sur 5 ans. Et sur les résultats de cette étude, on avait remarqué que bon, la mousse, en parlant sur le pourcentage d'occlusion de la veine grande saphène après traitement, elle fait moins bien que le laser, que la radiofréquence ou le stripping. Mais attention, ça ne veut pas dire que la mousse elle n'est pas efficace. Quand on compare l'évolution des scores de sévérité veineuse après le traitement, on remarque que toutes les courbes se rejoignent. Et donc même si on n'arrive pas à occlure cette veine, on améliore le patient de la même façon que si on fait une chirurgie, une radiofréquence ou un laser. La même chose pour l'évolution du VCSS. Et enfin, pour le pourcentage de récidive variqueuse après traitement, on voit que la mousse, elle occupe une place convenable entre le laser et la radiofréquence. En conclusion, la mousse, donc même si elle fait moins bien sur le taux d'occlusion de la veine saphène proprement dite que le laser et la radiofréquence, l'amélioration de la symptomatologie est la même et cela ne nous empêche pas de réinjecter cette veine si c'est nécessaire. En 2013, des recommandations européennes ont été publiées et ces recommandations ils recommandent la mousse, la sclérothérapie à la mousse pour les veines saphènes incontinentes, grade 1A. Les Américains, bon, les dernières guidelines que j'ai trouvées datent de 2014, ils sont plus réticents avec la mousse. Ils recommandent plus le laser et la radiofréquence, mais ils ont une recommandation grade 1B, et ils parlent de ablation chimique de la veine. Bon, Clariveine Device, c'est un cathéter qui injecte la mousse à l'intérieur de la veine et c'est une recommandation de B. Est-ce que la mousse est safe? Est-ce que la mousse n'est pas... elle est sans risque? Oui. Sur une revue systématique de 9000 patients faite par JA en 2007, elle a retrouvé que les complications les plus sérieuses étaient très très rares, notamment les embolies pulmonaires et les thromboses proximales. Ce qu'on voit le plus fréquemment avec la mousse, c'est des thromboses veineuses distales, notamment des veines jumelles. Et plus on injecte de mousse, plus le risque de thrombose augmente. Des troubles neurologiques à type de céphalée, troubles visuels peuvent se voir dans 5 à 10% des cas. Et on les voit souvent chez des sujets qui ont foramen ovale perméable. La pigmentation de la peau en regard du site de la veine injectée peut se voir dans 10 à 30% des cas. Et le plus souvent, cette pigmentation s'en va toute seule au bout d'1 an. Les complications de la mousse qu'on craint le plus, c'est le choc anaphylactique, qui est très rare, mais il faut toujours se préparer à ça, et ça peut arriver avec n'importe quel médicament qu'on injecte. Aussi, bon, notre ami Jean-François Hull a parlé de la nécrose cutanée qui se voit quand on injecte une artère accidentellement, et pour cela, il faut absolument être sûr qu'on est dans la veine par guidage échographique. L'AVC, c'est un truc qui a été rapporté. Il est très très rare, moins de 0,01%, qui peut être dû à soit des embolies gazeuses ou une embolie paradoxale par thrombose veineuse et chaîne droit-gauche. Et dans ces cas-là, on peut traiter soit par certains auteurs recommandent l'oxygène à 100% ou l'oxygène hyper bas. Alors, pour éviter d'avoir ces complications, je vais réécrire les recommandations européennes de 2013. C'est que la préparation de la mousse doit se faire avec la méthode de Tessari, un volume de sclérosant. Le plus utilisé dans le monde, c'est le polydocanol, mélangé à 4-5 volumes d'air et avec des mouvements de va-et-vient presque 20 fois
jusqu'à ce qu'on ait une mousse homogène. L'injection de la mousse doit se faire très rapidement avant qu'elle se dégrade. Elle doit être guidée par échographie. Le patient en décubitus dorsal. Juste après, on peut surélever le pied de 10 à 15 degrés pour que les bulles, qu'on réduise le risque de passage de bulles vers les veines profondes. Et cette injection doit être sans douleur. Une fois si le patient sent quelque chose, ça veut dire qu'on est à l'extérieur de la veine. Le volume injecté ne doit pas dépasser 10 ml par séance. Plus on augmente le volume, plus on risque de donner des thromboses veineuses. La concentration utilisée en général, la mousse s'adresse à des veines entre 4 et 8 mm. Si on veut mousser des veines plus grosses, ça veut dire qu'on va injecter beaucoup plus de produits et ça veut dire qu'on risque plus de complications. Donc il vaut mieux la réserver pour des petites veines saphènes incontinentes et en général on travaille avec du polydocanol de 1 à 3%. Après l'injection, il est recommandé de mettre une compression, de reprendre l'activité journalière et la semaine d'après, il faut éviter l'exposition au soleil, éviter le long voyage, éviter l'immobilisation et revoir le patient une semaine pour contrôler l'occlusion saphénienne et éliminer une thrombose veineuse. Les contre-indications les plus absolues à la mousse sont l'allergie au sclérosant, la thrombose veineuse superficielle ou profonde aiguë, une infection locale, un shunt droit-gauche connu avec plus ou moins une histoire de symptômes neurologiques après l'injection de mousse. Les situations prothrombotiques sont une contre-indication relative. Moi personnellement je ne les fais pas, mais si vous voulez les faire, il faut s'entourer d'anticoagulants. En conclusion, la sclérose à la mousse entre des mains qualifiées, elle est simple, à très bas coût, elle est sans grand risque, efficace et facilement répétable. Merci.